Bonjour, je m'appelle Micheline, j'ai 55 ans et j'ai un fils de 26 ans, Samuel. Nous avons, Samuel et moi, une bonne relation. Samuel est un garçon de peu de mots, mais il se confie parfois à moi et il est affectueux. Il me semble être très résilient face à son mode de vie. Il ne s'en plaint pas. Avec son père, il a toujours eu une relation chaotique et difficile. Samuel a plusieurs diagnostics de santé mentale. Son premier diagnostic a été le TDAH avec hyperactivité, impulsivité et troubles de l'opposition dès l'âge de 6 ans en pédopsychiatrie. Il a également souffert d'anxiété généralisée. Plus récemment, il a été diagnostiqué comme une personne antisociale à la suite de 2 incarcérations. Il a aussi fait 2 tentatives de suicide en novembre 2017 et en janvier 2018. La première fois, j'étais à Granby et lui à Sherbrooke. Il m'a fait un FaceTime et après m'avoir avoué qu'il avait vidé des pots d'Advil et de Seroquel tout en buvant de l'alcool, j'ai décidé d'appeler la police de Sherbrooke pour qu'il s'en occupe. Il a été hospitalisé. Son infirmière m'a dit « Nous avons passé proche de le perdre cette nuit ». Je l'ai ramené chez moi après son hospitalisation. En janvier 2018, après une soirée de consommation de toutes sortes de drogues, il a fait une tentative de suicide by cop, en français, suicide par policier interposé. J'étais en ligne avec le 911 et je leur disais que la fausse arme de poing qu'il avait en main était en plastique. J'ai su les intentions de Samuel lorsqu'il était hospitalisé à Sherbrooke pour un apte à comparaître, qu'il avait décidé de faire cela. Je ne savais même pas que ça existait, ce genre de geste, avant cette confession. Plus récemment, en octobre 2023, il a fait une psychose due à un abus de cannabis. Il habitait chez moi depuis juillet 2023. J'étais allée le chercher à la prison Talbot de Sherbrooke. J'avais travaillé fort pendant et après sa sortie de prison avec mon intervenante chez Oasis Santé mentale pour me préparer à l'aider tout en mettant mes limites au niveau du respect des règles de la maison. Il avait de la difficulté à les respecter sur plusieurs points, mais je préférais le savoir en sécurité chez moi, surtout pour ma paix d'esprit et éviter la culpabilité de le savoir sans toi. L'idée était de lui donner la chance de se trouver un travail pour qu'il puisse prendre un bon départ. Je fondais beaucoup d'espoir sur le travail et je l'encourageais du mieux que je pouvais pour qu'il aille porter des CV. Il a trouvé un travail qui n'a gardé qu'environ 1 mois finalement. Après sa psychose et mon arrêt de travail durant 7 mois à la suite de celle-ci, il est devenu évident que s'il ne se prenait pas en main, la rue l'attendait. Je ne pouvais plus le garder chez moi. Comme nous étions en octobre 2023, j'étais terrorisée à l'idée que mon fils vive dans la rue. Je ne voulais absolument pas que cela se produise et j'ai travaillé fort pour qu'il trouve un endroit où aller avec son aide, bien sûr. Après son hospitalisation, une demande de P38 a été faite le soir de la psychose. Il est retourné à l'auberge sous mon toit. Ensuite, retour à l'envolée à Shefford en février 2024. Il en était à ces 2 endroits à une 2e chance. En fin avril 2024, il était de retour chez moi. J'ai dû mettre mes limites et je l'ai obligé à trouver un endroit où habiter. Je ne voulais pas mettre en péril tous mes efforts pour me sortir d'une des causes de mon arrêt de travail. Samuel a vécu son premier épisode d'itinérance en août 2022 et le 2e en mai 2024. L'été, pour moi, c'est tout de même beaucoup moins inquiétant de savoir mon fils à l'extérieur, même si la précarité de sa vie, nourriture, hygiène personnelle, argent, consommation, se protéger des éléments de la nature demeure toujours inquiétante. Il y avait aussi le fait qu'il ne prenait plus sa médication pour la psychose sur une base régulière qui m'inquiétait beaucoup. J'avais peur à une rechute. Il est allé à la maison hébergement transitoire en santé mentale de mi-mai à août 2024. Il a perdu sa place parce qu'il consommait encore du cannabis. Il a eu la chance d'aller habiter chez des amis,
C'était temporaire et en mi-octobre 2024, et exactement un an après ce que je craignais le plus, Samuel était dans la rue. Durant tout ce temps, Samuel avait une intervenante de l'équipe du PEP pour l'aider. Le problème avec Samuel est qu'il préfère consommer plutôt que de faire les efforts pour s'en sortir. Il refuse aussi l'aide des organismes comme le Passant. Il est déjà allé à l'hôpital de Granby pour éviter d'être dehors, mais il a fini par se faire repérer par les agents de sécurité. J'ai fait, durant mon arrêt de travail, plusieurs formations avec Oasis Santé mentale, la Maison de soutien aux aidants et l'équipe du PEP, premier épisode psychotique du Centre de psychiatrie Providence. J'ai eu un suivi au Centre de femmes Entre elles, tout en continuant de voir mon intervenante chez Oasis. J'ai vu 2 intervenantes chez Oasis Santé mentale de novembre 2022 à janvier 2025. Je voyais arriver l'itinérance de mon fils à grands pas depuis longtemps. C'est très souffrant et difficile à accepter pour moi. Je suis toujours très inquiète et en questionnement permanent. Concernant le fait de mettre mes limites, il y a certains points où c'est plus facile de les appliquer et d'exiger qu'elles soient respectées. Pour d'autres limites, ce sont plus des zones de gris, je dirais. Ça se gère à la demande aussi. J'ai appris à dire non et j'ai appris à dire « je vais y réfléchir et je te reviens ». Je me donne du temps pour analyser les demandes et essayer de faire les bons choix. J'essaie de prévoir les besoins et les demandes d'avance aussi. C'est un énorme poids sur mes épaules de savoir mon fils dans la rue. C'est très inquiétant et ce, en permanence. Je me sens triste de cette situation. Parfois, je me sens comme s'il n'y avait pas d'autre issue et je me sens découragée de toute cette situation de vie. J'ai aussi développé une hypervigilance concernant les symptômes d'une psychose. Samuel a parfois un discours irréaliste selon mon jugement et je l'analyse beaucoup. J'ai même déjà demandé à son intervenante de le rencontrer car je n'étais plus sûre de quoi il s'agissait exactement et je le trouvais bizarre. Ce n'était pas cela cette fois-là. Lorsqu'il est dans la rue, il mange dans les restaurations rapides, il consomme du cannabis et il essaie de dormir à des endroits à l'intérieur comme il peut. Au bout de 2 semaines, son aide sociale est passée et il n'a plus un sou. Il a la chance d'avoir encore une carte de crédit pour le moment. C'est ce qui l'a aidé à survivre jusqu'à la fin des mois précédents. Pour l'aider, d'octobre à décembre 2024, je le prenais 2 à 3 journées du week-end avec moi. Il prenait son bain en arrivant. Ça ne sent pas bon, un itinérant. Je prenais ses vêtements et je les lavais dès son arrivée. Je lui faisais à manger aussi. Il était très tranquille à la maison durant ces moments-là. Il dormait beaucoup, environ 12 heures par nuit, pour récupérer des autres nuits dehors. Il a déjà dormi 14 heures et une fois 16 heures. Cela me faisait du bien à moi aussi de le savoir en sécurité. La bonne maman en moi le gardait toujours confortable. C'était plus fort que moi. Et d'un autre côté, j'étais tiraillée par le fait d'aider ou de lâcher prise. C'est un questionnement permanent. Quoi faire? Comment le faire? À quelle fréquence? Quelles en seront les conséquences? Parce qu'il y en aura des conséquences, c'est immanquable. J'ai décidé de raffermir mes positions en début décembre tout en étant incertaine de quelle aide je pourrais lui donner pendant mon congé des fêtes. Je sais que je n'ai plus l'énergie d'auparavant. Je travaille 40 heures par semaine en plus des autres activités de la vie courante. En début décembre, Samuel était à l'hôpital un vendredi soir pour un mal de ventre. L'hôpital l'a référé à sa clinique où il devait y voir un médecin le samedi matin. J'ai refusé de lui donner un transport le samedi et je lui ai dit de rester à l'hôpital pour être près de la clinique centrale. Ce vendredi soir-là, il y a eu une bagarre avec Samuel et des policiers. Ce que j'ai su de Samuel était qu'au début, ils étaient 2 et après, ils étaient 8. Le mardi suivant, en revenant du travail, un de mes frères m'appelle pour me dire que Samuel se promène trop près du chemin sur la route 112. Mon esthéticienne m'avait rapporté la même chose la semaine auparavant. Mon frère le croyait en état d'ébriété.
J'étais inquiète, je ne voulais pas qu'il se fasse frapper par un véhicule, donc je suis partie à sa recherche. J'ai fini par le trouver et il n'était pas ivre. Cependant, il avait un black eye, cadeau d'un policier lors de la bagarre du vendredi soir à l'hôpital. Il m'a dit « Ne t'inquiète pas, maman, tu peux retourner à la maison. » 2 semaines plus tard, le samedi 14 décembre, je lui demande de l'aide pour faire la balayeuse dans la maison. Il refuse. Il a mal aux pieds, c'est vrai. Ils sont en sang, ses pieds, mais c'est la 2e fois que je lui demande de l'aide en 4 mois et il refuse encore. La première fois, je n'en avais pas fait de cas. Je l'ai donc invité à quitter la maison. Ça lui a pris 30 minutes. Je suis allée avec lui jusqu'au Jardin du Mont en auto et c'est la dernière fois que je l'ai vu en vrai. Le lundi 16 décembre au soir, moi j'ai appris la nouvelle le mercredi 18 décembre à 6 h le matin à M105. Mon fils avait commis un vol de véhicule avec poursuite policière et il était en prison. Je n'étais pas si surprise, mais j'ai beaucoup pleuré. J'étais découragée et j'avais un peu peur de lui à ce moment-là, car je ne pensais pas qu'il récidiverait. Le lundi 23 décembre, je suis allée en cour pour m'assurer avec son avocate qu'il resterait en prison. Il était hors de question pour moi de le reprendre. J'avais cette fois-ci trop peur de lui. Je ne crains en rien pour ma sécurité personnelle, mais je me méfie du fait qu'il peut partir avec mon auto, entre autres. Je cache les clés de tout quand il est chez moi. Je ne le laisse plus jamais seul chez moi depuis octobre 2023. Je dois être présente à la maison pour qu'il y soit. J'avais avisé Samuel que je le verrais seulement le mardi 24 décembre, donc le week-end du 20 décembre, comme j'avais le party de mon travail. Je n'avais pas prévu voir Samuel. Lorsque j'ai entendu la nouvelle le 18 décembre, je ne me suis pas sentie coupable ni responsable, mais j'ai senti que mes décisions avaient eu un impact négatif sur ses agissements. Il m'a accusé lors de son premier appel téléphonique. Il m'a dit « C'est ta faute ce qui est arrivé, je voulais juste me reposer à la maison. » J'ai refusé cela en bloc et lors d'un autre appel, il s'est rétracté et il s'est excusé de m'avoir accusé. C'est difficile d'expliquer cela, mais comme je suis sa seule personne aidante, si je ne peux pas l'aider, même juste un peu, c'est la dérape. Il m'a dit qu'il était tanné de marcher, qu'il n'avait plus d'argent et il a commis des méfaits dangereux pour se retrouver en prison. Samuel a aussi perdu son permis de conduire depuis plusieurs années et avec ce qu'il a fait, je ne vois pas quand et surtout si il pourra le récupérer un jour. Il s'auto-pénalise lui-même à chaque arrestation suivant ses méfaits. Je peux aussi parler de Samuel qu'avec certaines personnes seulement. Mes parents, mes amis, son oncle du côté paternel et l'ami à Samuel, Gabriel. Au travail avec les collègues, je peux en parler un peu, mais c'est comme un sujet tabou. Vous savez, le sujet négatif dont personne ne veut entendre parler. Ce sont des choses qui se sentent. Un de mes frères ne veut pas en entendre parler non plus, car ce n'est que du négatif. Je trouve qu'il est difficile pour une personne itinérante de s'en sortir. La consommation et les problèmes de santé mentale leur bloquent le chemin du rétablissement. Je ne sais même pas si Samuel a espoir d'une vie normale ou même le désir d'avoir une vie normale. Le manque de sommeil de qualité, la faim, l'isolement, le manque d'hygiène et l'estime de soi qui suit tout ceci sont des obstacles qui paraissent insurmontables sans un toit sur la tête. Comment espérer s'en sortir en couchant sur le trottoir le soir? Et aller travailler si tu n'as pas d'endroit pour manger et dormir devient impensable. J'aime beaucoup Samuel et je ne peux pas lui imposer les stratégies que j'utiliserais pour m'en sortir. Moi, ça ne fonctionne pas comme ça. Je me sens impuissante à l'aider tant que lui ne trouve pas ses motivations intrinsèques à s'en sortir et à s'y accrocher solidement. La route est longue en avant de lui et je pense qu'il est capable de la voir autant que moi et qu'il sait que ce ne sera pas facile. Il me dit ces temps-ci qu'il ferait des efforts pour s'en sortir, mais je vais le croire quand je vais le voir. Je sais que plusieurs personnes s'en sont déjà sorties lorsqu'elles étaient prêtes à y mettre les efforts nécessaires.
J'ai juste très hâte que ce déclic se produise pour Samuel. Un point qui, selon moi, pourrait peut-être aider serait la centralisation et le rapprochement des installations et des services offerts pour soutenir les personnes itinérantes dans leur ville. Il faut se rappeler que ces personnes n'ont pas de véhicule. Je sais que certains organismes donnent des cartes cadeaux pour des achats en épicerie. Une des craintes de ces organismes est que les gens s'achètent de l'alcool. En réfléchissant, je me suis rappelé les tickets de rationnement qui ont déjà existé et ils étaient émis par le gouvernement. Pourquoi ne pas avoir quelque chose de ce genre, autorisant l'achat de nourriture seulement, valide seulement aux détenteurs et non monnayable? Plusieurs ressources sont ouvertes seulement en semaine pour la nourriture. Avec l'hiver froid que nous vivons présentement, j'ai de la difficulté à concevoir que des humains couchent dehors. Pourquoi ne pouvons-nous pas construire des habitations avec des logis de grandeur modeste et très abordables pour quelqu'un qui reçoit 870 $ par mois pour survivre? La Finlande a d'ailleurs opté pour cette solution, un domicile fixe et permanent, avant de s'attaquer aux problèmes de toxicomanie et de santé mentale. Merci pour votre écoute et merci pour votre travail en ce deuxième forum sur l'itinérance.